Une brise tiède souffle sur Manhattan lorsqu'un convoi noir s'immobilise devant le tribunal fédéral. Premier jour d'un procès que la presse surnommera bientôt l'Empire contre-attaque. Dans le halo bleuté des gyrophares, Sean Diddy Combs s'avance, costume sombre, lunettes opaques, entouré d'avocats aussi silencieux que des ombres. Dès l'ouverture, le parquet prononce 3 lettres qui font frissonner Wall Street. R-C-O. Un mot capable de transformer une série de délits en toile d'araignée criminelle et d'envoyer un magnate en cellule pour le reste de sa vie. Devant la barre, l'artiste qui vendait des rêves se retrouve accusé d'avoir bâti un royaume de nuit. Fête clandestine, codée, l'IA sans cache, vidéo verrouillée au cloud. Le public, lui, découvre un espace où se côtoient top modèles, avocats en Armani, fans de hip-hop et détectives fédéraux. Les uns chuchotent qu'on va assister au procès du siècle, les autres craignent un soufflet médiatique. Pourtant, chaque jour va livrer sa pièce de puzzle. Témoignages, captures d'écran, relevés bancaires, histoires de chambres d'hôtel passées au rouge. En 3 semaines, la salle 26B s'est métamorphosée en théâtre d'obsession, de contradictions et d'ego blessés. Alors, avant que la 4e semaine ne reprenne et que le juge ne frappe à nouveau son marteau, replongeons dans les 3 premiers actes de ce drame judiciaire. Lundi 9h, Cassie Ventura s'avance d'un pas mesuré. Dans le box des témoins, l'ancienne protégée et ex-compagne de Diddy serre son gobelet d'eau comme on agrippe une bouée. Sa voix d'abord vacille, puis se pose. Elle raconte l'envers d'un conte de fées, contrat à 7 chiffres mêlés à des f*** nights, où la frontière entre luxe et contrôle s'effrite. Elle évoque un premier voyage à Miami. Suite panoramique, éclairage rouge, valise noire remplie de pilules pour l'ambiance. Dans la salle, la température chute, même les stylos cessent de gratter. Le 2e paragraphe frappe plus fort. Cassie décrit la soirée où la musique a couvert des cris, où un téléphone a filmé sans qu'elle le sache. Elle précise les odeurs, encens, lubrifiant doux et les codes. Par exemple, le mot-clé « King Night », intimant au staff de rester discret. Ni injure, ni détail cru. Pourtant, chacun comprend la portée de ses aveux. Le parquet se contente d'un hochement. Il vient d'ancrer la narration dans le réel. Diddy, lui, fixe la table, les jointures blanchies. Ses avocats savent qu'un témoignage émotionnel, même sans preuve matérielle, griffe la mémoire du jury plus sûrement qu'un relevé bancaire. En coulisses, les chaînes d'infos en continu découpent déjà l'intervention en extraits viraux. On réécoute chaque intonation pour y déceler tremblement ou colère. Les fans, partagés, saturent leur réseau de montage. D'un côté le hashtag WeBelieveCassie, de l'autre Innocent Puff. Ce vacarme numérique retombe forcément dans la salle. Les jurés ne peuvent l'ignorer complètement, malgré les consignes. En une matinée, Cassie a déplacé le procès du domaine strictement juridique vers celui, plus mouvant, de la perception publique. Et c'est souvent là que se gagne une bataille de réputation. Dès le lendemain, les procureurs déroulent une fresque de chiffres. Sur grand écran, un graphique relie Los Angeles, les Hamptons, Nassau, virement à 6-0, espèces retirées juste sous le seuil légal. Un agent de la banque Signature explique la méthode. Compte gigogne, carte American Express Platine, transfert caritatif vers les îles Vierges. À chaque mouvement d'argent, un alias Frank Black, Earl Brown, Skyler Solutions. Le jury découvre que les fêtes décrites par Cassie la veille laissent derrière elles des débris financiers tangibles, rideaux arrachés facturés $500, housses de canapé changées à $1 200, caution d'hélico brûlée en Champagne. Un slide s'attarde sur un retrait de $9 999, le montant juste en dessous du seuil qui déclenche un signalement automatique. Les procureurs soulignent que ce chiffre revient 32 fois en 8 mois. La défense tente de minimiser. Un entrepreneur dépense, il investit dans ses relations. Mais la salle retient l'impression d'un clignotement récurrent, comme un radar obstiné. Dans l'esprit des jurés, l'accumulation d'achats tapageurs prend déjà la forme d'un schéma, voire d'une manœuvre délibérée pour huiler une vie nocturne hors norme. Pour ancrer l'image, le parquet projette la photo d'un coffre-fort ouvert. Liasse de $100 rangés en briques régulières, un passeport diplomatique provisoire, 2 disques durs scellés.
Aucune légende n'était nécessaire. L'effet est instantané. L'argent n'est plus abstrait, il devient physique, presque palpable. Plus tard, un expert anti-blanchiment expliquera que l'argent a une odeur. Allusion à ces billets fraîchement retirés qui passent de la banque aux suites d'hôtels sans jamais toucher un compte vérifiable. Pour le jury, la démonstration est nette. La fête a un coût, et ce coût se cache derrière des écrans successifs de plus en plus opaques. Didi se mure dans le silence. Au fil de cette première semaine, chaque témoin tend un miroir à l'accusé. Lui, pourtant, reste impassible. Pas un sourire, pas une larme. Les seuls signes de nervosité, doigts qui pianotent, bouteille d'eau vidée d'une traite. Les caméras de la presse cherchent la moindre fissure. Elles n'obtiennent qu'un regard sombre derrière des verres fumés. Ce mutisme devient un message double. Pour la défense, c'est la dignité d'un homme injustement traqué. Pour l'accusation, c'est le silence d'un leader habitué à contrôler le récit. Hors salle, cet apparent détachement nourrit rumeurs et mèmes. Sur X, le hashtag PokerFaceDidi fleurit. Certains admirent la maîtrise, d'autres la jugent glaciale. Les experts plateaux soulignent que les jurés scrutent le langage corporel autant que les preuves. Et s'il suffisait d'un froncement de sourcils pour inverser la sympathie? La première semaine se clôt sur cette question latente. Didi gardera-t-il son masque lorsque s'accumuleront photos, SMS et vidéos? Le vendredi, un dessinateur de presse capture une scène furtive. Didi, qui, croyant les caméras hors champ, échange un regard appuyé avec son principal avocat. Un micro-geste, lèvres mordues, sourcils haussés, fait aussitôt le tour des tabloïds. Les psychoanalystes improvisés y voient là soit la fatigue d'un innocent, soit la crispation d'un chef qui sent la marée monter. Dans un procès médiatisé, même le silence peut devenir assourdissant, et parfois ne rien dire, c'est déjà trop parler. Jeudi, place à Deleasa Penland, agent spécial Homeland Security. Son arrivée introduit la rigueur des pièces à conviction, tableaux Excel, logs de vol, rapports d'hôtel. Elle affiche un PowerPoint où chaque dépense, hélico privé, suite intercontinentale, yacht à Miami, se superpose à des dates de King Nights, listées par Cassie. 2 paragraphes suffisent pour peindre le contraste. Voix posée, phrase courte, elle aligne des faits que l'on ne peut ni séduire ni intimider. Le clou. Un diagramme reliant 23 numéros de téléphone à 5 pseudonymes et 3 cartes prépayées. À chaque nœud, un nom de porte, un chauffeur, un assistant. Le jury voit un réseau quadrillé, pas un dérapage isolé. La défense objecte sur la pertinence. Le juge accepte, mais note que l'organisation apparente peut éclairer l'intention. Fin de semaine 1. Les jurés quittent la salle, stylet plein, tandis que les médias titrent déjà de la romance à l'haricot. La tempête ne fait que commencer. Avant de sortir, Penland lâche pourtant une phrase qui résonne comme une promesse. Nous n'avons montré que la surface. Sous-entendu, chaque relevé financier, chaque ligne téléphonique peut ouvrir un nouveau tiroir rempli de preuves. Dans le couloir, un journaliste murmure « Si c'est la surface, qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs ?» Cette simple interrogation suffit à maintenir la tension jusqu'au lundi suivant, garantissant que personne, ni le public, ni les jurés, ne décrochent du feuilleton judiciaire. Et si les relevés bancaires n'étaient que la partie émergée, attendez de découvrir ce que cache vraiment le mot « f***. La deuxième semaine s'ouvre sur un mot que personne n'osait vraiment prononcer, « f***off ». C'est la linguiste judiciaire, appelée par le parquet, qui en dresse la définition, un événement clandestin où partenaires, substances et accessoires sont minutieusement chorégraphiés. Elle projette des captures d'écran de discussion où Cassie écrit « King Knight confirmé ». Et 15 minutes plus tard, on voit débarquer lumière rouge, caisse, glide et playlist privée. L'experte explique que la répétition du terme dans plus de 60 conversations prouve l'existence d'un rituel, pas d'une fantaisie isolée. Le deuxième paragraphe frappe. Elle relie la sémantique au calendrier bancaire. Chaque fois que le mot-code apparaît, on retrouve un paiement hôtelier de luxe ou un vol de dernière minute pour un mannequin identifié par un simple prénom. Le jury visualise un engrenage. Message, réservation, déplacement d'argent. Pas besoin de scènes explicites. Le lexique suffit à peindre l'atmosphère. En fin d'audience, la défense tente de banaliser. Vous prenez un mot d'argot et vous lui prêtez des super pouvoirs. Mais le mal est fait,
Le jury a désormais un label pour désigner les nuits dont Cassie parlait. Dans la bouche des commentateurs télé, F off devient l'emblème sulfureux de l'affaire. Les preuves visuelles se multiplient. Mardi, un analyste numérique du FBI dévoile une mosaïque de 140 photos. Pas d'images crues, simplement des fragments. Bouteilles d'huile sur un marbre blanc, menottes gainées de cuir, rideaux couleur carmin. Chacune est datée, géolocalisée et liée à une facture d'hôtel ou un relevé de room service. L'effet est saisissant. Le quotidien du luxe bascule dans quelque chose de plus inquiétant. Le deuxième paragraphe s'attarde sur la technique. Métadonnées confirmant que les clichés ont transité par le même routeur domestique à Holmby Hills, puis vers un cloud payé en crypto-monnaie. L'agent insiste. On ne protège pas des souvenirs anodins avec un chiffrement AES 250. Le jury devine que celui qui verrouille ainsi ses archives a quelque chose à cacher. La défense riposte en montrant des selfies glamour de Cassie prises le même soir. Elle sourit. Maquillage impeccable. Leur message, si le modèle rayonne, où est toute la contrainte? Mais l'accusation fait remarquer que ces photos de façade sont envoyées aux réseaux sociaux, tandis que les clichés d'ambiance restent chiffrés. Subtile différence qui sème un doute. Pourquoi deux versions d'une même nuit? Des complices présumés sortent de l'ombre. Mercredi, la barre reçoit deux figures clés, un chauffeur et une ex-assistante logistique. Le premier décrit des trajets nocturnes vers des villas louées sous de faux noms. Il se souvient d'avoir transporté des sacs de sport pleins de liquide, toujours remis à la même jeune femme. L'assistante confirme, le cash était destiné aux fournisseurs d'ambiance, expression qui claque comme un code interne. Le deuxième paragraphe révèle un détail inquiétant. Elle évoque des kits d'accueil, housses noires contenant lingerie neuve, pilules et une liasse d'espèces qu'on lui demandait de déposer dans les suites avant l'arrivée des invités. Elle précise n'avoir jamais su exactement qui payait, jusqu'à ce qu'un comptable l'appelle pour valider fringale de marketing. Le parquet traduit une ligne comptable fantoche pour maquiller des achats gênants. Enfin, l'assistante confie qu'on lui avait déconseillé de garder des emails. Tout se faisait par note vocale, immédiatement effacée. Cette obsession de l'éphémère, dit-elle, l'a poussée à tout quitter. Son témoignage ajoute une strate. Non seulement il existait une logistique, mais quelqu'un s'assurait qu'elle ne laisse aucune trace durable. Jeudi, l'agent Penland revient avec une carte murale recouverte de fil rouge. Alias, numéro prépayé, destination exotique. Les jurés découvrent que Frank Black réserve les Pantouzes, Skyler Solution règle les jets privés et qu'un mystérieux Pop-Pop apparaît dans des transferts de 80 000 $ vers Nassau. Chaque pseudonyme se double d'une boîte aux lettres postales ou d'un compte aux îles Cayman. Dans un deuxième temps, le procureur lit un email interne « Ne jamais utiliser le vrai nom sur les bookings, sinon ça remonte ». Puis il montre des cartes d'identité provisoires faites en moins de 24 heures pour 3 escortes. Le juge laisse faire, démontrer l'organisation renforce l'accusation de complot. En marge de la séance, les talk-shows s'emparent de ces alias. Les late shows tournent en dérision Frank Black. Les playlists Spotify voient fleurir des morceaux parodies. Mais pour le jury, cette moquerie publique n'efface pas l'idée d'une toile complexe. Elle l'ancre. La semaine 2 se termine avec un sentiment d'étrangeté. Plus on soulève les rideaux, plus les coulisses ressemblent à un roman noir très structuré. Alias, compte offshore, vidéo cryptée. Mais le plus dangereux n'a pas encore parlé. Rendez-vous avec le juré qui peut tout faire basculer. Lundi matin, le tribunal apprend qu'un juré a omis de signaler un changement d'adresse et aurait bavardé avec un ex-collègue. Le juge Subramanian réunit conseil et marshal, puis décide l'expulsion immédiate du juror 6. Dans la salle, on entend un souffle collectif. La moindre irrégularité peut faire annuler 3 semaines de travail. Au second paragraphe, le juge brandit la menace. Le prochain écart, c'est un mistrial. Les jurés restants deviennent statues. On confisque leur portable chaque pause. On verrouille même la cafétéria. Cette atmosphère quasi-militaire nourrit rumeurs et angoisses. Les journalistes saisissent la nouvelle. Le procès Didi pourrait s'effondrer à cause d'un bavardage. Pour l'accusation, c'est un cauchemar. Perdre le procès sur vice de procédure priverait le public du verdict. Pour la défense, l'idée fait naître un espoir. Un mistrial renverrait Didi chez lui, libre, en attendant une hypothétique reconvocation.
Cette tension devient le fil rouge de toute la semaine. Mardi, le parquet projette la capture que tu as déjà vue. Aide-moi, je vais me faire arrêter. Puis, si tu ne réponds pas, tu n'entendras plus jamais ma voix. Le public retient son souffle. Un expert en psychologie explique la mécanique du chantage affectif, promesse de catastrophe pour forcer le contact. Deuxième paragraphe. La défense souligne que Casey n'a pas porté plainte ce soir-là, qu'elle a simplement quitté l'hôtel. Mais l'accusation réplique: le silence d'une victime ne blanchit pas l'auteur. Il peut au contraire résulter de la peur. On revient au mot-clé coercition émotionnelle, bien moins spectaculaire qu'un coup physique, mais parfois plus efficace. Enfin, un spécialiste en cybersécurité confirme l'authenticité des e-messages via les clés Apple. Impossible de falsifier sans laisser de traces. Le jury, déjà ébranlé par la menace de Mistral, encaisse cette nouvelle preuve de contrôle psychologique. L'idée que la violence puisse être d'abord numérique puis réelle s'imprime fortement. Mercredi, nouvelle vidéo F***off, diffusée sous casque audio. Les jurés voient des silhouettes floutées, entendent une musique down-tempo et surtout notent la présence d'une caméra fixe pointée vers le lit. Penland insiste, elle est posée à la même hauteur et au même angle dans 4 suites d'hôtels différents. Au deuxième paragraphe, la défense brandit des sextos où Cassie dit « toujours partante ». Mais l'accusation montre la différence entre désir exprimé et enregistrement non consenti. Le juge tranche, chaque élément sera évalué en contexte. Derrière leur casque, les jurés notent les dates. 3 vidéos ont été tournées les soirs même où les cartes Amex affichaient des dépenses d'écho, éclairage. La salle ressort sous le choc. La lumière artificielle paraît plus vive qu'avant. Un journaliste murmure « on dirait un docu-thriller en temps réel ». Et c'est bien ce que perçoit le public au-delà du tribunal. Un feuilleton où les révélations visuelles maintiennent la pression dramatique. Brendan Paul, toujours absent, la défense affûte ses armes. Jeudi, tout le monde attend l'ex-assistant surnommé Le Sommier. Mais à la dernière minute, son témoignage est repoussé. Problème logistique, dit-on. L'accusation fulmine. La défense respire. Chaque jour de retard est un jour gagné pour étudier ses contradictions. Deuxième paragraphe. Des rumeurs sortent. 2 malles Pelican pleines de dossiers Bad Boy seraient stockées à Staten Island. Le parquet laisse filtrer qu'une perquisition se prépare. Côté Didi, on garde le silence mais on augmente la présence d'avocats dans la salle. Vendredi, le juge conclut plus tôt. Nous reprendrons après le week-end. La semaine se clôt sur un paradoxe. Jamais le dossier n'a semblé si dense, et pourtant il pourrait s'écrouler si un nouveau juré venait à faillir. D'ici là, l'ombre de Brendan Paul plane. Sa parole peut soit clouer le cercueil, soit fissurer l'acte d'accusation. Pour le public, l'attente devient presque insoutenable. La moindre notification de news peut changer le destin de l'empire Bad Boy. Un procès prêt à s'effondrer. Un témoin clé qui se dérobe. La suite pourrait libérer Didi ou l'enterrer pour de bon. 3 semaines d'audience ont dressé le portrait saisissant d'un empire en équilibre. D'un côté, des témoignages chargés d'émotions, des relevés financiers labyrinthiques, des soirées codées King Night. De l'autre, une défense qui mise sur le consentement, la générosité d'un magnate et les failles de la procédure. Chaque jour, la salle 26B a dévoilé un nouveau maillon. Alias, retrait fractionné, vidéo chiffrée, juré sous surveillance. On croyait connaître l'histoire. Elle se réécrit sans cesse, plus sombre et plus complexe. Aujourd'hui, tout tient sur 2 fils prêts à rompre. La fiabilité d'un jury déjà ébranlé et le témoignage toujours en suspens de Brendan Paul. S'il confirme la logistique décrite par Cassie, le parquet disposera d'une clé pour verrouiller l'accusation de complot. S'il se contredit ou reste flou, la défense brandira le doute raisonnable comme un bouclier infaillible. Dans le même temps, le spectre d'un Mistral plane. Un seul écart supplémentaire pourrait réduire ces 3 semaines à une parenthèse coûteuse. Reste la question que tout le monde se pose. Le jury tranchera-t-il sur la vérité des faits ou sur la solidité du dossier? L'un ouvre la porte d'un verdict retentissant, l'autre laisserait Didi regagner ses studios, libre, en attendant un hypothétique second round. Quoi qu'il arrive, la 26B a déjà marqué l'histoire judiciaire du show business. Le verdict, lui, dira si l'icône tombera, ou si l'ombre continuera de planer sans jamais se refermer. Alors, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi.
Le prochain témoin pourrait bien décider du destin d'un empire entier.